Imaginez-vous debout sur le tarmac d'un aéroport tandis que le sol sous vos pieds non mais tremble. Vous levez les yeux et voyez quelque chose d'impossible, un jet si massif qu'il fait paraître les avions de ligne standard comme des avions régionaux. Un pont supérieur allongé s'étendant bien au-delà de la bosse familière du 747, 650 âmes à bord, un géant conçu pour défier Airbus sur le marché des gros avions, bien que quelque peu plus petit que ce qui deviendrait finalement l'A380. C'était le Boeing 747X, sans doute l'un des avions commerciaux les plus ambitieux jamais conçus. Mais vous n'en avez jamais vu un dans le ciel. Non pas parce qu'il ne pouvait pas voler, mais parce que l'avenir a changé de direction. Le rêve d'étendre la capacité du 747 a commencé des décennies plus tôt que la plupart des gens ne le réalisent. Boeing a d'abord exploré l'extension de la bosse iconique du 747 au milieu des années 1960, bien avant que le 747 classique tel que nous le connaissons ne prenne forme. Leurs concepteurs se sont immédiatement heurtés à des problèmes qui semblaient insurmontables. Jusqu'où pouvait-il étirer le pont supérieur avant que l'intégrité structurelle ne soit compromise? Comment l'évacuation d'urgence fonctionnerait-elle avec plus de passagers au niveau supérieur? Comment la structure supérieure étendue affecterait-elle le centre de gravité de l'avion? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le 747 original s'est retrouvé avec juste cette bosse partielle iconique? Les ingénieurs ont déterminé que l'étendre davantage avec la technologie des années 1960 créerait des compromis inacceptables en performance et sécurité. Les exigences structurelles auraient rendu l'avion trop lourd pour être économique. Alors, Boeing a pivoté. Le 747 a été lancé avec sa bosse courte caractéristique, un pont supérieur partiel qui servait principalement de salon de luxe. La conception du cockpit surélevé servait un objectif secondaire crucial, permettre le chargement de fret par le nez sans obstruction. Et ce potentiel cargo, il s'avérerait plus prescient que quiconque ne le réalisait. Mais avançons rapidement à la fin des années 1990 et le paysage aéronautique s'était transformé dramatiquement. Le trafic aérien mondial était en plein essor. Les marchés asiatiques commandaient des jets long courriers en nombre jamais vus auparavant. Les grands aéroports hub comme Heathrow, JFK et Narita manquaient de capacité de porte d'embarquement. Quelque chose devait céder. Boeing avait vendu des centaines de 747-480, mais les compagnies aériennes pressaient pour une meilleure économie siège par mile. La solution semblait évidente, devenir plus grand, beaucoup plus grand. Deux concepts clés ont émergé des studios de design de Boeing pendant cette période. D'abord vint le VLCT, le Very Large Commercial Transport, un partenariat transatlantique qui aurait uni Boeing et Airbus dans la création d'un jumbo jet beaucoup plus grand. Pouvez-vous imaginer ces rivaux acharnés collaborer? C'était sans précédent, comme si Ford et General Motors s'unissaient pour construire une seule voiture. Les premières réunions étaient prometteuses. Les deux entreprises reconnaissaient que les coûts de développement astronomiques rendaient la coopération logique. Les projections du marché suggéraient qu'il pourrait n'y avoir de demande que pour 500 à 700 avions dans cette catégorie ultra large. Pas assez pour supporter deux programmes concurrents. Mais les différences philosophiques entre ces géants aérospatiaux se sont avérées trop grandes à surmonter. Les ingénieurs de Boeing préféraient les systèmes de contrôle mécanique avec des liaisons directes. Airbus poussait pour la technologie fly-by-wire avec intermédiation informatique. Boeing voulait maximiser l'autorité du pilote dans toutes les situations. Airbus croyait en des systèmes informatiques centralisés qui pouvaient outrepasser certaines entrées du pilote pour prévenir des manœuvres dangereuses. Des différences culturelles ont aussi émergé. La culture d'ingénierie américaine de Boeing s'est heurtée à l'approche de consortium européen d'Airbus. En quelques mois, les pourparlers se sont complètement effondrés. Ensuite vint le N650. Aussi connu sous le nom de Boeing NLA, New Large Airplane. Cette conception visait spécifiquement les transporteurs asiatiques, présentant un sans précédent jusqu'à 18 sièges de front dans certaines configurations du pont principal. Jusqu'à 650 passagers pouvaient voler dans un seul fuselage grâce à un pont supérieur allongé qui s'étendait beaucoup plus loin vers l'arrière que la bosse standard du 747. Le cockpit se situerait dans son emplacement traditionnel à l'avant du pont supérieur.
supérieur, maintenant le profil iconique du 747 tout en augmentant dramatiquement la capacité. C'était la réponse directe de Boeing à ce qui deviendrait plus tard l'Airbus A380. Pensez à la machine la plus complexe que vous ayez jamais opérée. Maintenant, multipliez cette complexité par 1000. Les ingénieurs aéronautiques font face à des défis que la plupart d'entre nous ne considèrent jamais. Avec le 747X, ces défis sont devenus un tsunami de problèmes techniques. L'avion était si grand que le roulage s'est avéré impossible dans de nombreux aéroports existants. Les simulations ont montré que la queue frapperait le sol pendant la rotation. La résistance du revêtement de piste aurait besoin d'amélioration dans la plupart des aéroports. Les portes de carburant et les véhicules de support nécessitaient tous des reconceptions complètes. Même le pont supérieur étendu a créé des défis d'ingénierie uniques. Les renforts structurels nécessaires pour supporter la section supérieure plus longue ont ajouté un poids significatif. Les propriétés aérodynamiques de la bosse étendue ont nécessité des tests en soufflerie extensifs pour assurer la stabilité. Les procédures d'urgence ont dû être repensées également. Les directives de sécurité incendie sont devenues plus strictes. Les tests d'évacuation sont devenus plus exigeants. Les toboggans du pont supérieur étendu seraient plus longs que tous ceux précédemment certifiés. Avez-vous déjà considéré la logistique de servir des repas dans un avion? Maintenant, imaginez le faire pour 650 personnes sur 2 niveaux. Les systèmes de cuisine nécessitaient un doublement. La logistique de restauration ajoutait du temps au sol. Les routes d'élimination des déchets devenaient labyrinthiques. Même les zones de repos d'équipage se sont avérées difficiles à placer efficacement. Le 747X, ne défiant pas seulement la technologie aéronautique, il redéfinissait les limites de ce que les avions commerciaux pouvaient être. Alors Boeing a fait un pas en arrière et est revenu à ce qu'il savait qui fonctionnait, le 747-400. Le programme 747X a évolué en 3 variantes, chacune ciblant un segment de marché spécifique. Le 747,500X serait un étirement modeste, ajoutant de la capacité tout en maintenant la compatibilité avec l'infrastructure aéroportuaire existante. Il transporterait environ 462 passagers dans une configuration 3 classes. L'option intermédiaire, le 747-1600X, poussait les dimensions plus loin avec un pont supérieur significativement étiré et des extensions de fuselage plus substantielles. Cette variante accueillerait environ 548 passagers tout en offrant encore une portée dépassant 7500 milles nautiques. Contrairement à la 380 qui présenterait plus tard un pont supérieur complet, le 747-600X maintenait l'architecture éprouvée du 747 avec une bosse étendue qui atteignait environ 2/3 du chemin le long du fuselage. Puis vint le mammouth 747,700X, le véritable léviathan de la famille. Conçu pour 650 passagers en configuration standard, il pourrait accommoder plus de 800 dans des aménagements haute densité. L'avion présenterait un pont supérieur étiré presque jusqu'à la queue, bien que pas un pont double complet pleine largeur comme Airbus prévoyait. Cette conception de bosse étendue maintenait le profil distinctif du 747 tout en maximisant la capacité passager d'une manière qui faisait un usage plus efficace des capacités structurelles de l'avion. Chaque variante incorporerait les dernières avancées en aérodynamique. Les winglets réduiraient la traînée. Les conceptions de volets révisées amélioreraient les performances à basse vitesse. Les écrans de cockpit s'intégreraient avec les systèmes de maintenance des compagnies aériennes pour des diagnostics en temps réel. Malgré l'optimisme initial au sein de Boeing, les compagnies aériennes restaient hésitantes. Le marché n'était pas prêt à s'engager dans un si gros investissement, surtout avec Airbus travaillant sur leur propre concept concurrent qui deviendrait l'A380. En 1997, les coûts de développement avaient dégonflé à 5 milliards de dollars. Et ce n'était que le début. Les problèmes de formation et de compatibilité se multipliaient. Les projections de maintenance montraient des coûts astronomiques comparés aux flottes existantes. Chaque système nécessitait une mise à niveau. Les installations de simulateurs nécessitaient des reconstructions. Les processus de certification ajoutaient des années à la chronologie. Les montages de moteurs nécessitaient un renforcement. Même les opérations au sol faisaient face à un bouleversement. Les tracteurs pushback manquaient de puissance suffisante. Les cales de roues ne s'adaptaient pas. Les camions de ravitaillement ne pouvaient pas atteindre les ports. Pendant ce temps, Airbus gagnait de l'élan avec leur programme A320, ce qui deviendrait l'A380.
Les compagnies aériennes ont adopté une approche attentiste, voulant comparer les deux offres avant d'engager des milliards. La réponse de Boeing, ils ont annulé la première génération du 747X. Mais Boeing n'était pas prêt à abandonner le marché des très gros avions. Une reconception à échelle réduite a émergé. Aménagement standard, 430 passagers, modèle étiré, 500, portée, 10 000 miles. Assez pour connecter virtuellement n'importe quelle deux villes sur Terre sans s'arrêter. Des versions cargo ont été proposées pour le marché du fret. Les fournisseurs de moteurs ont soumis de nouvelles classifications de poussée qui promettaient une meilleure efficacité. Mais l'enthousiasme s'est rapidement estompé. Le nouveau 747X ne semblait pas assez révolutionnaire pour justifier ses coûts de développement. Il occupait un terrain intermédiaire maladroit, plus grand que le 747-480, mais pas le changeur de donne que les compagnies aériennes voulaient. Alors Boeing a pivoté encore, cette fois vers la vitesse plutôt que la taille. Si les compagnies aériennes n'étaient pas excitées par la capacité, peut-être embrasseraient-elles la vélocité. Le résultat fut le Sonic Cruiser, un départ radical de la conception conventionnelle qui promettait de remodeler l'économie du voyage aérien. L'avion croiserait à Mach 0,95 à 0,98, juste en dessous de la barrière du son, réduisant les temps de voyage de 15 à 20% comparé au jet conventionnel. Sa configuration était différente de tout en service commercial. Une aile en forme delta avec des surfaces canards près du cockpit. Ces moteurs seraient montés au-dessus et derrière les ailes plutôt qu'en dessous. Il ressemblait à quelque chose d'un film de science-fiction, plus apparenté à un avion militaire qu'à un avion de passagers. Les tests en soufflerie de Boeing ont montré une promesse énorme. Les coefficients de traînée se sont améliorés dramatiquement comparés aux conceptions conventionnelles. Les surfaces de contrôle ont démontré une agilité exceptionnelle à haute vitesse. Le concept a généré de l'excitation dans toute l'industrie. Les compagnies aériennes étaient intriguées par le potentiel d'offrir aux passagers des temps de vol significativement réduits, particulièrement précieux pour les voyageurs d'affaires. Mais un problème restait obstinément non résolu, la consommation de carburant. Les lois de la physique se sont avérées impitoyables. Pousser un avion à travers l'air à presque la vitesse du son nécessite substantiellement plus d'énergie que les vitesses de croisière conventionnelles. Et dans une ère de prix du pétrole croissant suivant les attaques du 11 septembre, les compagnies aériennes devenaient de plus en plus sceptiques. En décembre 2002, le Sonic Cruiser s'est trouvé archivé aux côtés du 747X, un autre concept audacieux qui ne pouvait pas surmonter les réalités du marché. Une tentative de plus a suivi, le 747XQLR, Extremely Quiet Long Range. Ce concept visait à maximiser l'efficacité et minimiser le bruit. Encore une fois, il a échoué à capturer l'imagination des compagnies aériennes comme programme autonome. Mais voici le rebondissement que peu de gens comprennent. Rien n'a été gaspillé. La recherche du 747X, du Sonic Cruiser et du XQLR n'a pas simplement disparu dans les archives de Boeing. Au lieu de cela, elle a convergé dans un nouvel avion qui atteindrait réellement les cieux, le Boeing 747-8, lancé en 2004. Cette évolution finale de la famille 747 représentait un compromis entre ambition et praticité. Il maintenait le profil traditionnel du 747 que les aéroports pouvaient accommoder sans changement d'infrastructure coûteux. La bosse iconique restait, bien que légèrement allongée. L'aménagement de base du cockpit préservait la communalité avec les modèles antérieurs, réduisant les coûts de formation pour les compagnies aériennes. Mais sous cet extérieur familier se cachait une révolution en technologie. Le 747-8 incorporait une aérodynamique avancée développée pendant le programme Sonic Cruiser. De nouveaux moteurs GNX2B ont livré des améliorations d'efficacité à 2 chiffres. Les systèmes de contrôle de vol ont bénéficié de concepts pionniers pour le XQLR. Plus important encore, Boeing a développé une variante cargo, le 747-8F, qui a trouvé sa niche dans le marché du fret aérien. Tandis que les compagnies aériennes de passagers se déplaçaient de plus en plus vers des avions bimoteurs, les opérateurs de fret reconnaissaient les capacités uniques de la capacité de chargement par le nez du 747 et de sa soute volumineuse. Le fantôme du 747X vit dans chaque aspect de l'aviation moderne, influençant les décisions qui affectent des millions de passagers quotidiennement.
Avez-vous remarqué comment les avions commerciaux sont devenus plus efficaces, plutôt que plus grands, au cours des 2 dernières décennies? C'est en partie l'héritage du 747X. Le méga jumbo raté de Boeing a enseigné à l'industrie que la flexibilité opérationnelle et l'efficacité l'emporteraient sur la capacité pure dans le modèle commercial évolutif des compagnies aériennes. En coulisses, Boeing a continué à raffiner les technologies développées pendant le programme 747X, les appliquant à travers leur gamme de produits. La flexibilité d'ailes et les techniques de gestion de charge développées pour le 747X ont amélioré l'efficacité structurelle dans les conceptions ultérieures. Les systèmes de contrôle d'enveloppe de vol conçus pour gérer la masse sans précédent ont évolué en caractéristiques de protection sur les avions modernes. La modélisation du flux d'air passager, créée pour le pont supérieur étendu, a informé le système d'environnement de cabine innovant du 787. Les systèmes de maintenance numérique, conçus pour le 747X complexe, sont devenus standards sur les avions plus récents. Même les améliorations apparemment mondaines ont eu un impact durable. Les conceptions de cuisine optimisées pour le pont supérieur étendu ont influencé des zones de service plus efficaces sur les avions à pont unique. Les systèmes d'évacuation développés pour la configuration haute capacité ont mené à des sorties d'urgence améliorées sur tous les modèles Boeing subséquents. Ces avancées ont trouvé leur chemin dans le 787 Dreamliner, le 777X et les variantes cargo qui dominent les opérations de fret mondialement, créant un héritage technologique bien au-delà de ce que la plupart des enthousiastes de l'aviation réalisent. L'histoire du 747X soulève une question profonde sur l'avenir de l'aviation. À quoi devrait ressembler le vol commercial au XXIe siècle ? Boeing et Airbus ont répondu à cette question fondamentalement différemment, reflétant des visions contrastées de comment les passagers voyageraient. Airbus a misé lourdement sur le modèle Hub and Spoke, l'idée que les voyageurs voleraient sur des avions massifs entre les grands aéroports hub, puis se connecteraient à des avions plus petits pour leur destination finale. Cette vision les a menés à parier environ 25 milliards de dollars sur le programme A380, créant un avion avec 2 ponts passagers pleine largeur qui pouvaient transporter jusqu'à 853 passagers dans une configuration classe unique. Boeing, châtié par l'expérience du 747X, a finalement embrassé le modèle point-to-point, la croyance que les passagers paieraient une prime pour des vols directs qui contournaient entièrement les hubs. Cette philosophie s'est manifestée dans le 787 Dreamliner, un avion optimisé pour les routes longues et minces qui ne pouvaient non pas supporter les jumbo jets. Les approches divergentes représentaient plus que des philosophies d'ingénierie. Elles reflétaient des vues fondamentalement différentes de la psychologie des passagers et du développement de réseaux des compagnies aériennes. L'histoire a rendu son verdict. L'A380 a terminé la production en 2021 après seulement 251 livraisons, loin d'équilibrer ses coûts de développement massif. Beaucoup de ces avions ont été cloués au sol pendant la pandémie Covid-19, certains retirés définitivement malgré avoir moins de 10 ans. L'approche plus conservatrice de Boeing s'est avérée plus accordée à l'économie des compagnies aériennes et aux préférences des passagers. Le 797, malgré les problèmes de production précoce, a recueilli plus de 1400 commandes et révolutionné le développement de routes. Des villes qui n'avaient jamais eu de service international direct sont soudainement apparues sur les réseaux globaux. Mais les 2 fabricants ont appris la même leçon. L'avenir de l'aviation ne consiste pas simplement à construire de plus gros avions. Il s'agit de construire des plus intelligents qui s'alignent avec les modèles commerciaux évolutifs et les attentes des passagers. La pandémie a encore accéléré cette tendance, alors que les compagnies aériennes cherchent une capacité flexible et une économie de route qui peuvent s'adapter aux schémas de demande volatiles. N'oublions pas non plus qu'Airbus a aussi développé la 350 qui a concurrencé face à face contre le 787. Le 747X était un fantôme, un géant qui n'a jamais volé, mais son ombre touche tout dans les cieux d'aujourd'hui.
En aviation, même l'échec pousse le progrès. Chaque calcul, chaque simulation, chaque test de matériaux du programme 747X a informé ce qui est venu ensuite. Les ingénieurs qui ont travaillé sur ces problèmes impossibles n'ont pas disparu. Ils ont appliqué ces leçons aux avions qui ont effectivement volé. Alors, la prochaine fois que vous montez à bord d'un avion de ligne moderne, souvenez-vous du 747X. Son ADN vous entoure dans les ailes, les systèmes, le concept même de ce qui rend un avion commercial efficace. Le plus grand avion qui n'a jamais volé peut avoir influencé l'aviation plus profondément que beaucoup qui l'ont fait.